La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, avec Swazik et toute l'équipe de Séraphin.légal, on voulait vous remercier toutes et tous. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui nous envoient des messages, qui s'abonnent au podcast, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours et de les partager avec nos invités. Parole de juriste aujourd'hui, après une saison, c'est 9 épisodes avec plus de 9 heures de podcast enregistrés et autant d'invités remarquables. Défi relevé pour cette première saison et on continue l'aventure. Qui de mieux pour nous accompagner et continuer à promouvoir la profession que la première organisation de juristes d'entreprise en France et en Europe. J'ai nommé l'AFJE. Un grand merci à Marc Mossé et à Coralie Tsatsanis pour leur confiance. Enfin, vous êtes nombreux à avoir écouté le générique de fin d'épisode et à nous avoir demandé comment Séraphin.légal révolutionne le contract management grâce aux nouvelles technologies. Chez Séraphin, nous développons des solutions logicielles pensées et conçues pour simplifier le processus contractuel pour vous, direction juridique, et vos interlocuteurs, clients internes, prestataires, partenaires ou encore clients. L'objectif, simplifier, fluidifier et sécuriser la gestion de contrats en entreprise, de la rédaction jusqu'à la négociation, l'approbation interne, la signature et enfin le suivi des échéances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour à toutes les deux. Comment ça va ? Mais très bien. Nous aussi, ça va très bien avec Swazik. On est hyper contente de te recevoir. Premier enregistrement en studio. Donc tu inaugures ça avec nous. On progresse. On progresse, c'est ça, tout en respectant les gestes barrières, évidemment. Évidemment. Super. Et j'allais t'en parler à la fin d'épisode, mais je pense que le début de l'épisode reste le bon moment. Ma copine m'a confié une mission de la plus haute importance aujourd'hui, et je pense que si jamais je ne réussis pas cette mission, je ne dormirai pas à la maison ce soir, si jamais j'échoue. Elle veut que je lui apporte un code promo pour passer son permis de conduire l'année prochaine. et je veux que tu saches, mais très sincèrement, c'est ma crédibilité qui va se jouer sur cet épisode. Audrey, si jamais je ne ramène pas ce code promo Ornicar à la maison. Donc, est-ce que tu penses pouvoir m'aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, pour te challenger, j'ai envie de te dire non. Comme ça, on voit où tu dors ce soir. Chez toi. Mais je pense que ça pourrait se faire, ouais. Ouais. Alors, je connais plus mon code parce qu'on a tous un code chez Ornicar. On peut faire bénéficier notre entourage justement. Et donc, ce serait avec un grand plaisir que je le communiquerai pour que tu lui donnes. Est-ce que tu penses qu'on peut aller même plus loin et avoir un code promo Selma dort à la maison ce soir ? Alors ça, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de le mettre dans mes priorités. Je suis pas sûre que ça passe. Mais pourtant, c'en est une, mais ok. Non, mais effectivement, avec plaisir, ouais. Et le code fonctionne justement pas uniquement pour le code de la route, mais plus pour un package. Donc c'est code plus heure de conduite. Donc il faut vraiment qu'elle ait envie de se lancer. Puis ça la forcera un petit peu à se lancer. Et donc voilà, c'est bien. Si Armand nous écoute après le CRFPA, elle passera son permis grâce à Ornicar. Voilà, super. Merci, mission réussie. Pas. Facile. Super. Il suffit de monter un podcast en fait. Exactement. Bon écoute, très très contente de te recevoir. Ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ok. Alors, je m'appelle Audrey. Je suis née en Belgique, donc dans la communauté germanophone, qui est un petit peu méconnue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai déménagé quand j'avais 2 ans, donc voilà, assez tôt. J'ai pas énormément de souvenirs de ces 2 premières années, mais j'ai eu l'occasion d'y retourner assez souvent avec mes parents, qui sont tous les 2 originaires de cette région. Et donc, depuis mes 2 ans, je vis à Bruxelles. J'ai une sœur, une grande sœur qui vit à Marseille. Et j'ai une adorable petite filleule.
Et donc voilà, je les salue, comme à la télé. Elle a quel âge, ta fille? Elle est née en 2018, donc voilà, septembre 2018. Donc elle est encore toute petite, mais elle est vraiment trop chou. Donc j'essaye d'y aller le plus possible. Hein. C'est pas toujours facile par les temps qui courent, mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, j'ai vécu à Bruxelles jusqu'à ce que je déménage à Paris, et ça c'était en 2016. Okay. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Est-ce que tu voulais faire de la BD? Dessiner? Alors, j'aimais bien dessiner. Je me mettais à ma fenêtre et je dessinais le paysage, à savoir les maisons d'en face. J'aimais beaucoup dessiner. Après, voilà, c'est pas devenu une ambition professionnelle. Pour la petite histoire, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient un souvenir de ce que je voulais faire quand j'étais petite, mais non, pas de souvenir très concret. Je pense que j'étais, voilà, je me suis un petit peu laissée porter par le temps. Et puis quand il a été l'heure de décider ce que je voulais faire et commencer des études, je me rappelle que j'étais un peu perdue, en sachant pas trop dans quelle direction me tourner. J'avais pensé faire des études partir en Angleterre et faire des études un peu sur l'Europe, donc tout ce qui est études européennes. Finalement, je me suis orientée vers le droit en me disant que voilà, j'étais pas spécialement scientifique, pas spécialement littéraire. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que ça arrive assez régulièrement, ça. Donc c'était un peu par dépit de pas vraiment m'orienter vers autre chose de plus spécifique, mais voilà, en réalité, je suis hyper contente. Je me le dis souvent. Je pense que vraiment c'était la bonne décision, et aujourd'hui j'adore ce que je fais, donc aucun regret. Et puis la première année de droit, c'est souvent de la culture générale, donc au pire, même si on se réoriente après parce que on a changé de choix professionnel, ça servira toujours. C'est pas perdu. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai commencé par faire du droit, j'ai fini par faire du marketing à la fin de mon master, donc c'est super. Effectivement, on peut faire tout et tout et n'importe quoi derrière. Je pense qu'on apprend une rigueur complètement. Qui est super importante, en tout cas en fac de droit, peut-être pas dans toutes les facs, j'en sais rien, mais dans certaines, oui. Je pense que c'est déjà, c'est comme vous dites, c'est un bagage, c'est de la culture générale, donc dans tous les cas, c'est pas perdu. Et c'est vrai que voilà, on nous demande quand même d'emmagasiner des syllabies, je sais pas combien, mais des milliers de pages. Hein. Bon, après, toutes les études sont assez compliquées et ont leur lot de difficultés. Mais c'est vrai qu'il faut le vouloir, quoi. Pour aller au bout des 5 années de droit, faut vraiment le vouloir parce que c'est beaucoup de par cœur. Il faut surtout avoir la méthodologie. En fait, quand t'as compris comment ça fonctionnait, après, les connaissances, elles viennent. Oui, ça nécessite un peu de travail, mais je pense que n'importe qui peut y arriver si il a le bon raisonnement, si surtout il a la volonté d'y arriver. C'est comme pour tout, en fait. Ouais. Tout à fait. Mais je pense que c'est une des choses qu'on nous apprend pas quand on commence nos études, et c'est un peu dommage. C'est vraiment savoir quel est notre mode de fonctionnement d'apprentissage. Moi, par exemple, j'ai appris ça assez tardivement. Alors, avoir une mémoire écrite, visuelle, auditive, on le sait, mais sans trop le savoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Je pense que ce serait pas mal déjà à l'école de nous initier un petit peu à ça, essayer de comprendre comment on fonctionne, et ça nous permettrait d'avoir un peu plus de facilité, parce que quand on arrive à l'université, on est un petit peu lancé dans le bain, et sans avoir trop de règles, d'indices, de conseils pour justement bien y arriver, quoi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui finalement peut-être abandonnent, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, je suis d'accord. Moi, par exemple, j'ai une mémoire extrêmement visuelle et je réfléchis en écrivant. Donc aujourd'hui, avec le développement des outils numériques et travailler dans une Legal Tech, quand j'arrive avec mon papier et mon crayon, ça fait un peu le dernier des Mohicans, quoi. C'est mais je raisonne en écrivant. Après, évidemment, j'utilise des nouvelles technologies, mais oh, t'es pas obligé de mentir. Je demande à Selma je lui filme mes notes. Non, mais je suis pareil que toi. Ça doit passer par l'écrit, parce que même synthétiser, tu fais cette réflexion dans ta tête, et le fait de l'écrire, tu prends le temps vraiment de processer l'information. Et puis les schémas, même si c'est moche, au moins tu sais que, tu le vois, quoi. Exactement. Tu vois dans ton résumé, page 2, tel schéma. Ou telle partie donne ça à telle autre partie.
Ouais. Et c'est une période que t'as bien vécue, toi, à l'université? Ouf. Alors là, franchement, pour être honnête, je pense que je faisais la fête 6 mois sur l'année et j'étudiais pendant les 6 autres mois. Bon ratio. Donc voilà, il n'y avait pas de juste milieu. Donc honnêtement, les 6 mois où je devais étudier, c'était pas Jojo, mais c'était intense. J'ai vu que tu avais fait un stage au Conseil d'État. Je sais pas si tu avais fait la fête aussi avec les membres du Conseil d'État en Belgique ou pas. Et c'est un stage qui a duré pendant 1 mois. Oui, ouais, c'est un stage assez court. Je pense qu'on peut même dire plutôt un job d'étudiant. Ouais. Mais justement, comment la Audrey de 2008 a vécu ce stage d'observation au sein de cette institution? Je sais pas si c'est la même chose en Belgique qu'en France, mais c'est une institution qui a une certaine importance quand même. Oui, c'est assez prestigieux, prestige, c'est ça. Ça fait partie des cours suprêmes quand même. Donc oui. C'est vrai que voilà, c'est super pour mettre sur un CV déjà. C'est ça. et vraiment, enfin ça commence à remonter, mais de mémoire, donc j'ai fait de la traduction, donc allemand-français. Et puis j'ai fait un peu des classements, enfin ce qu'on fait un peu dans les jobs d'étudiants. Et malheureusement j'ai pas eu la chance d'assister vraiment à des procès hyper importants et vraiment en 1 mois ça passe tellement vite que c'est le Conseil d'État, hein. C'est beaucoup moins. Oui. Là je vais me faire que des amis chez les publicistes. Petite dédicace. Et t'as aussi effectué un stage au sein d'un cabinet qui s'appelle Lidekerk, dont je suis capable de prononcer aujourd'hui le nom, grâce à toi. Et je me demandais justement si c'était cette expérience qui t'avait motivé à passer l'examen du barreau à la suite de ton M2. Est-ce que c'était justement un stage déclencheur où tu t'es dit ah super, c'est génial, c'est vraiment ce que je veux faire, ou est-ce que ta volonté de passer le CRFPA ou le barreau était vraiment déjà ancrée dans ta tête bien avant ce stage? Ouais. Alors non, c'est pas vraiment ce stage-là. Alors ce stage-là, il était vraiment dédié au droit fiscal. Donc honnêtement, c'est pas ça qui m'a donné le plus envie de faire le barreau. Ceci dit, c'était hyper intéressant. Parce que déjà c'est une structure quand même d'une centaine d'avocats, donc ça permettait de faire, c'était vraiment mon premier stage dans un cabinet d'avocats, ça permettait vraiment de voir un petit peu les rouages, le fonctionnement de ce genre de structure. Ils avaient une bibliothèque qui était dédiée avec plein de livres et tout. Enfin c'était vraiment c'était assez beau comme endroit. Et le droit fiscal c'est très très technique, donc ça évolue hyper rapidement tous les jours. Enfin mon maître de stage à l'époque, vraiment tous les jours il faut lire ce qu'on appelle les rulings, qui sont vraiment les décisions administratives qui viennent nourrir en fait le droit fiscal. Donc très intéressant, mais très technique, et puis surtout ce qui est hyper intéressant, c'est la gymnastique intellectuelle qu'on doit faire. Donc vraiment, c'est entre l'optimisation et la fraude, la limite est pas loin. Donc voilà, c'est intellectuellement, c'était hyper intéressant. Après, la matière, c'est pas ça m'a pas passionné au point de vouloir poursuivre là-dedans. Et vraiment, j'ai commencé mes études de droit en me disant que je ferais jamais le barreau, en pensant que c'était pas fait pour moi. Je voyais les avocats plaider, et je me disais mais quel stress ça doit être. Donc voilà, je me voyais justement plus devenir juriste qu'avocate. Et puis au fil des années de mes études, je pense que ma pensée a un peu évolué, et je crois que ce qui a été le déclencheur, c'était un cours en master 1 qui était un cours d'argumentation juridique. Ah, c'est super. Ouais, c'était hyper intéressant parce que on n'a pas l'habitude de faire des choses très pratiques quand on est aux études, quand on fait les études de droit. Et là vraiment, c'était un cours en option, donc on était vraiment très peu à l'avoir pris. On était, je crois, 6. Et ça nous a permis en fait de recréer un procès fictif, et donc de suivre un petit peu le déroulement d'un procès, donc rédiger les conclusions, les échanges de conclusions. On était 2 par équipe, et puis à la fin la plaidoirie, voilà. Et donc le thème que je trouvais très intéressant, qui était le port du voile par les avocats dans le cadre des institutions judiciaires, donc au palais de justice
Et vraiment, c'était hyper intéressant. C'était très, très passionnant. On devrait avoir des cours d'art oratoire. C'est Bertrand Perrier qui fait ça. Et j'adorerais suivre un de ses cours ou je sais pas s'il en fait. Faudrait que je creuse le sujet, mais je trouve ça hyper intéressant d'apprendre à poser sa voix, de mettre les silences là où il faut et puis construire aussi son argumentation pour être convaincant. Parce que c'est pas tout de parler. C'est sûr. Faut convaincre. Ouais. Mais pourquoi tu te pensais pas capable d'être avocat ? Bah, peut-être parce que je suis un peu stressée de nature. Non, je sais pas si c'était, je me disais pas ne pas être capable, mais je me disais juste c'est quelque chose qui est pas spécialement fait pour moi parce que voilà, c'est peut-être plus laissé à des personnes qui sont hyper à l'aise en public et voilà, qui sont peut-être de nature un peu moins stressées, mais après je pourrais y revenir, mais c'est quelque chose que on s'y habitue. Enfin, quand j'ai eu l'occasion de beaucoup plaider dans ma première expérience au barreau, enfin ma première et seule d'ailleurs, parce que je suis restée dans le même cabinet, et j'ai vraiment fait beaucoup de plaidoiries, et au début évidemment que c'est stressant parce que c'est un peu l'inconnu, et puis plus on en fait et plus on s'habitue, et en fait ça devient juste hyper excitant d'aller et de savoir, on sait de quoi on est capable à ce moment-là. C'était un peu l'inconnu voilà qui me faisait dire que peut-être c'était pas fait pour moi. Après c'est une question de rythme de vie aussi. C'est aussi un choix en étant avocat ou en étant juriste d'entreprise, Oui, c'est pas la même chose. Je pense que, même si mes horaires aujourd'hui sont un peu les mêmes que ceux que j'avais quand j'étais avocate, mais c'est vrai que c'est un fonctionnement différent. Il y a d'autres contraintes. Vraiment, quand on est avocat, on a toutes ces deadlines qui sont hyper importantes à respecter et qui rythment vraiment le quotidien. Et donc il faut être super structuré et absolument pas laisser passer. C'est vraiment le drame, quoi. Si on laisse passer un délai de conclusion, voilà, pour le coup, ça passe pas. Non. Et il y a une différence entre l'examen du barreau belge et l'examen du barreau français en termes de structure ? Alors c'est un peu différent. Ici, je pense qu'il y a un concours d'entrée, un examen d'entrée pour passer le barreau. Chez nous, donc on finit les études de droit, on entame son stage, donc on devient avocat stagiaire. On est inscrit sur la liste en tant qu'avocat stagiaire, et c'est un premier boulot. Donc voilà, on commence dans un cabinet d'avocats et on a 3 années de stage. Et pendant ces 3 années, on a les examens du CAPA à passer. Donc ça, c'est la même chose qu'en France. Et à la fin, on a un test final qui est une plaidoirie en réalité, qui vient un petit peu clôturer ce CAPA qu'on doit passer, et puis il y a un rapport de stage du maître de stage, qui fait un petit peu un état des lieux de voilà, est-ce que le stagiaire est apte ou non à devenir avocat et à pouvoir être inscrit sur la liste. Donc on mise sur la pratique pendant ces 3 années plutôt que d'avoir un examen d'entrée au départ. Complètement. Je pense que ça donnera pas mal d'idées à certaines personnes pour oui. résider en Belgique et pour aller s'expatrier, une raison de plus. En plus de la bière, des cramiques. Des frites. C'est belge, les cramiques ? Je suis pas sûre. Non. Je pense que tu joues ta nationalité là. C'est clair. Franchement, on me l'a jamais posé celle-là. On m'a toujours dit les moules, les frites, le chocolat, la bière, mais. Je dis ça parce qu'on a apporté des cramiques de chez merveilleux de Fred, et Audrey a refusé d'en prendre. Voilà, donc à tous les Belges. J'ai postposé. Voilà. Et t'as travaillé aussi chez Darts IP en même temps que tes études, si je me trompe pas. Est-ce que c'était pour les financer, ou est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée ? Non, alors j'ai de la chance, c'était pas pour les financer, j'ai de la chance que mes parents m'ont soutenue là-dedans. Mais par contre, c'était une super opportunité parce que c'était le meilleur travail, job d'étudiant en parallèle d'études de droit que je pouvais trouver. C'était complètement lié à mes études. C'était hyper flexible, donc je pouvais travailler de chez moi quand je le voulais. J'avais 1 heure par-ci par-là, je pouvais la consacrer à ça. Et puis en plus, c'était super bien payé. Donc, que demander de plus? Et en fait, ça consiste. On devait lire donc des décisions de la cour WIPO, WINPI, et en fait Darts IP, c'est une base de données jurisprudentielle.
Et donc nous, en tant que, je pense qu'ils prenaient même des non-juristes, enfin de non-juristes, j'étais pas juriste, mais non-étudiants en droit, et donc ça permettait vraiment de venir nourrir cette base de données, et voilà, selon certains critères, on venait classifier les décisions. Donc t'étais incollable en jurisprudence IP. Exactement. Ouais. Et donc si je te pose une question là aujourd'hui, non. je vais éviter. Enfin, on peut tester, hein, si ta réponse n'est pas bonne, on coupe. Je ramènerai les data analystes de chez Séraphin Légal qui s'occupent de ça pour te faire passer un petit test d'aptitude. Vu que tu n'as pas passé d'examen CRFPA, il faut quand même... On est en France, il faut un examen, sinon ça vaut rien. J'ai quand même passé l'équivalence du barreau en France. C'est vrai. Justement, c'était ma prochaine question. T'as passé l'équivalent finalement du CRFPA en Belgique, donc c'est 3 années de pratique en cabinet d'avocat, et les 4 années suivantes, tu as exercé en cabinet, donc c'est ça? Alors c'est vraiment dans la continuité du stage. C'est dans la continuité du stage, ok. Et donc t'as pleinement exercé pendant tout ce temps-là le métier d'avocat. Et si je reprends la description, ta description sur LinkedIn, j'ai lu ça avec attention. Donc, tu fais passer des entretiens clients, actes de procédure, plaidoirie, TGI, cours d'appel, arbitrage, médiation, intervention dans des congrès, etc. Tu es une très bonne oratrice, j'imagine, et tu fais preuve de créativité dans l'élaboration de raisonnements juridiques, ce qui t'a notamment permis de développer certains réflexes essentiels liés à la profession. Et c'est justement ce que tu m'expliquais quand on avait eu ce fameux rendez-vous téléphonique à la sortie de la préfecture. Je te rappelle quand je t'avais appelé pour échanger avec toi et que je venais d'avoir mon titre de séjour tout excité. Et tu m'expliquais justement lors de ce premier échange que la profession d'avocat t'avait permis d'acquérir une rigueur que tu aurais pris peut-être un peu plus de temps à acquérir sans avoir exercé cette profession. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, c'est vrai que quand on arrive en cabinet, franchement, en cabinet d'avocat, honnêtement, on sait pas faire grand-chose. Et c'est ça qui est un peu triste aussi, qu'on nous apprenne pas à faire ça pendant les études. Donc, typiquement, je me rappelle, je suis arrivée, je savais pas rédiger une mise en demeure. Donc, tout ça, il faut l'apprendre sur le tas. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans ce cabinet qui était une structure un peu, moyenne. Donc, on était une 15aine d'avocats. Et donc voilà, il s'appelle Dugardin & Partners. Je fais un petit peu de pub parce que j'ai tellement un bon souvenir de cette expérience-là que voilà. Et puis surtout, j'étais en direct avec Maître Dugardin, donc qui a été mon maître de stage pendant ces 4 ans. Et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses, et notamment le fait que voilà, il fallait pas avoir peur quand on traitait un nouveau dossier dans une matière qu'on connaissait pas, que en réalité le droit c'était avant tout du bon sens. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un peu ancré en moi, et qui me donne un certain confort dans mon quotidien, parce que c'est vrai que le droit est tellement vaste qu'on est confronté à des questions, à nouvelles questions, et des matières nouvelles parfois vraiment très régulièrement. Donc ça, vraiment merci à lui. Merci Maître Dugardin. Il va être super content. Tu peux citer d'autres noms si t'as d'autres personnes. Mais surtout pas, moi j'adore, je trouve ça super. Ouais. Ok, moi je le ferai. Non, et alors pour ce que t'as, ma description sur LinkedIn, c'est un peu prétentieux là quand je le lis comme ça, mais honnêtement, c'est lui aussi qui m'a toujours dit que j'étais que j'étais faite pour le métier d'avocat. Et honnêtement, personnellement, je me le serais pas dit de moi-même. Donc voilà, ça aussi, ça m'a donné pas mal de confiance dans justement l'exercice de ces premières années, d'avoir vraiment son soutien, et voilà, qui me dit ça. Quand tu commences, t'as besoin d'être rassuré par des gens plus expérimentés, par tout le monde, mais quand quelqu'un que t'admires, ou en tout cas dont tu reconnais le travail, c'est agréable quand il te dit non, t'es fait pour ça, ou non, ça t'as fait du bon boulot. Ouais, ça donne confiance. Je pense que c'est indispensable. Je crois que ça dépend des caractères. Certaines personnes n'ont pas besoin de ces retours-là, mais d'autres en ont besoin justement pour c'est un moteur pour avancer, quoi. Ouais.
Ouais, c'est important. Et t'as gardé contact avec Maître Dugardin ? Oui. Alors, il faudrait justement que je l'appelle prochaine fois que je vais à Bruxelles. J'y vais demain, d'ailleurs. Voilà. Donc, mais non, on a gardé un peu contact, notamment sur LinkedIn et vraiment, il m'a appris pas mal de choses. Donc on est évidemment très suivi pendant ces années de stage. Donc, on avait des points assez réguliers, hebdomadaires, mais en même temps, il m'a laissé beaucoup d'autonomie sur les dossiers. Donc vraiment je pouvais gérer mes dossiers de A à Z très rapidement. J'ai pu faire des entretiens avec les clients, même toute seule. Donc voilà, je voyais qu'il me donnait une certaine responsabilité, ce qui aussi m'a évidemment donné envie de lui rendre ça et de lui prouver que t'étais capable. Oui, voilà, exactement. Et puis après un mois, je pense que j'ai eu ma première audience. Alors c'était une audience d'introduction on l'appelle chez nous. Donc vraiment la première audience où on va établir un calendrier d'échange des conclusions et des choses comme ça. Donc c'était des petites choses, mais quand même après un mois au barreau, quand on arrive dans une cour, un tribunal, c'est assez impressionnant. Et t'as fêté ça du coup derrière, j'imagine, première audience. Comment tu vis ça avant et comment tu fêtes ça après? Je pense que c'est vraiment par petites étapes au début. C'est vraiment des petites choses qu'on fait, mais petit à petit, j'ai pu aller avoir des audiences justement, notamment des audiences de plaidoirie, et ça c'était hyper gratifiant de pouvoir traiter un dossier vraiment du début jusqu'à la fin. Et alors quand on le gagne, que ce soit en première instance ou en appel, vraiment c'est tellement c'est gratifiant. Ouais, c'est hyper gratifiant. Un pic de dopamine. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça après les plaidoiries, parce que je pense que c'est normal d'avoir d'être un petit peu stressé avant. Je pense que c'est un stress qui est très positif aussi, hein. Mais après quand on sort de là, c'est vraiment on se sent bien. Et je reviens et je recreuse sur la question parce que tu n'y réponds pas totalement, Audrey. Pourquoi tu me disais que t'as acquis une rigueur que tu n'aurais pas nécessairement eue si t'avais commencé en tant que juriste? Oui, alors je sais pas si je l'aurais pas eu, mais je pense que c'est difficile à dire parce qu'en fait mon parcours est celui-là et que j'ai l'impression que c'est ça moi qui m'a vraiment formé là-dessus. Je pense que en tant qu'avocat aussi, on sait un peu tout l'ambiance aussi, toute l'ambiance qu'il y a autour du barreau, du milieu des avocats où on est c'est assez rigoureux. Après tout dépend où on commence en tant que juriste, mais j'ai effectivement l'impression de souvent quand j'échange avec d'autres juristes ou là en l'occurrence j'ai un collaborateur qui est arrivé il y a peu de temps et j'ai vraiment l'impression que c'est des réflexes qui me restent de cette expérience-là de structuration, notamment dans les courriers de réponse, des mises en demeure ou dans la façon de rédiger des conclusions. C'est vraiment tout c'est des syllogismes juridiques à respecter. C'est une façon de répondre qui est assez précise et voilà, c'est un réflexe en fait que j'ai acquis en cabinet d'avocat et qu'aujourd'hui je peux appliquer assez régulièrement. Alors notamment on a parfois des réclamations de candidats et donc c'est ce qui se rapproche le plus en fait de contentieux que j'avais à l'époque en cabinet. Donc c'est vrai que ça revient. Après je dis pas du tout que c'est quelque chose qu'on peut pas acquérir en étant juriste et en n'ayant jamais eu d'expérience en tant qu'avocat. Je le vois plus, moi, sur le respect des délais. Alors évidemment, quand on est en entreprise, on a des délais à respecter, mais rédiger une consultation, ça peut attendre 24 heures. Alors que, comme tu le disais tout à l'heure, tu loupes un délai dans une procédure, tant pis pour toi, et après t'as plus qu'à aller t'excuser auprès de ton client. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Ouais. Alors que une consultation sur un sujet en propriété intellectuelle, par exemple, hors délai d'opposition pour des marques ou voilà, t'es pas à 24 heures près. Non, c'est sûr. Et ça, c'est vrai que c'est lié
à l'organisation et il faut être hyper organisé. Moi, je pense qu'on soit avocat ou qu'on soit juriste. Ouais, ce que j'allais dire. Parce que même aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de délais dans mon agenda que je peux pas. Enfin, typiquement, ne fût-ce que faire le lien avec nos avocats qui eux doivent déposer leurs conclusions. Voilà, il faut s'assurer d'être bien organisé pour savoir que tel jour les conclusions doivent être déposées et qu'il faut vraiment anticiper pour pouvoir récupérer les informations en interne et nourrir le dossier parce que les avocats tout seuls peuvent pas faire le boulot. Alors évidemment ils sont là pour nous faire des rappels. C'est vrai que c'est eux qui ont vraiment la responsabilité finale en quelque sorte de bien voilà. S'ils ont pas de nouvelles de nous pendant un certain temps, évidemment ils vont nous relancer. Mais c'est bien voilà, ne fût-ce que pour une question d'organisation de son travail au quotidien, de savoir de pas faire les choses en dernière minute quoi. Parce que ça c'est compliqué et puis c'est bien, c'est bon pour personne. Nous typiquement moi quand j'ai besoin d'informations que je dois solliciter le business sur des dossiers de contentieux qu'on a, c'est mieux de leur dire de faire ça 2 semaines à l'avance et pas de leur dire salut pour le coup d'ailleurs j'ai besoin de ça pour aujourd'hui. By the way, c'est pas leur priorité donc voilà. Mais j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Quand on respecte pas les délais, après la charge de travail s'accumule, donc même en entreprise aussi, il faut quand même être ultra organisé. C'est évident. Parce que tout le monde, je pense, est sous l'eau et quand tu respectes pas, Ouais. Mes anciens collègues de chez Dugardin, s'ils écoutent le podcast, ils vont rigoler parce que de temps en temps ça m'arrivait quand même. Il y a un moment donné où j'avais tellement de délais dans mon agenda à respecter que parfois on regarde son agenda et on voit plus tout ce qui s'y trouve. Et donc ça m'est arrivé une fois et honnêtement ça je ferai plus jamais l'erreur, ça m'arrivera plus de laisser passer un délai de conclusion. Et du coup ça arrive. Tu l'as vécu comment ça? Est-ce que oh là là, j'étais pas bien. T'as culpabilisé? Ah oui, j'ai culpabilisé. Et en plus j'ai contacté l'avocat pour essayer de négocier avec lui, l'adversaire, pour voilà qui nous donne un délai supplémentaire et il a refusé. Forcément. En me disant, en étant très confraternel et en me disant voilà, c'est rien contre vous maître mais vous comprendrez bien que c'est dans l'intérêt du dossier pour mon client donc il faut que je prenne avantage de la situation et voilà. Et comment tu l'as vécu de l'autre côté, du coup, avec ton équipe, avec Maître Dugardin et tous les autres avocats qui étaient autour de toi? Est-ce qu'on t'a dit, il fallait pas rater cette échéance? Je pense que l'erreur est humaine, donc honnêtement, c'est de ma carrière d'avocate, honnêtement, sans être prétentieuse, je crois que c'était vraiment la seule boulette que j'ai faite. Donc voilà. Et il a été très compréhensif et alors il n'était évidemment pas heureux de la situation, mais voilà, c'était plus par rapport au client, parce qu'il faut évidemment justifier. Mais finalement, on l'a gagné le procès, donc. Mais c'est réglé. Même en ratant une échéance, Audrey gagne des procès. C'est formidable. Et t'as exercé 4-5 ans, c'est ça, si je me trompe pas? Exactement, 4 ans. Est-ce que t'as pas eu envie de monter ta propre structure Alors, on s'entendait super bien avec mes collègues. C'était une ambiance, vraiment, ce cabinet. J'en garde que des bons souvenirs. Donc, je le souhaite à tous les nouveaux qui se lancent dans le barreau, qui font le barreau, qui deviennent juristes. Vraiment, c'est d'avoir une première expérience comme ça, parce que c'est vraiment très enrichissant et on s'entendait si bien qu'on s'est dit à un moment donné, peut-être un petit peu pour rigoler, mais voilà, est-ce qu'on fonderait pas notre propre cabinet et puis finalement chacun avait un peu ses projets et moi en l'occurrence je sais pas si à ce moment-là j'aurais été capable de me lancer toute seule. Je pense que ça dans tous les cas non. Après si j'avais eu justement des collègues ou des avocats, des confrères avec qui voilà ça s'était fait, pourquoi pas. Et je pense que à cette époque-là j'avais un projet personnel, donc vraiment j'ai été inscrite au barreau officiellement en décembre 2014 et janvier 2015 j'ai demandé mon omission pour pouvoir faire un tour du monde, donc voilà, c'était quelque chose que je m'étais fixé et vraiment depuis 1 an, parce que ça se prépare un petit peu.
Donc bien. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. J'ai quitté le barreau, donc c'est pas du tout parce une que très bonne raison. Ouais. Ouais, parce que je pense que si je l'avais pas fait à ce moment-là, je l'aurais jamais fait. Donc voilà. Mais si j'avais pas décidé de mettre en place ce projet-là, je pense que je serais toujours au barreau et peut-être encore à Bruxelles et voilà, pas du tout là où je suis aujourd'hui. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, enfin, tu laisses de côté ton projet professionnel. Enfin, t'as passé le CRFPA, t'as exercé pendant 3 ans, donc les 3 ans de stage. Enfin, et en fait, tu te dis à un moment, ben non, j'ai quand même envie de faire mon tour du monde, donc je vais aller vadrouiller avec mon sac à dos. Alors que, en fait, tu t'avais une sorte de ligne toute tracée sur l'avocature. Ouais. Et enfin, je sais que, enfin, quand j'en parle avec mes amis qui viennent d'obtenir leur CAPA, et je pense que certains d'entre eux n'oseraient jamais aujourd'hui, au vu du contexte, se dire, bah en fait. Je vais laisser tomber, non, c'est pas le bon terme, mais je vais voyager, je vais profiter de quelque chose qui me fait plaisir et que je ne pourrai pas faire plus tard, au détriment peut-être de mon parcours pro. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Enfin, je vais faire en fait, il n'y a jamais de bon moment. Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire une petite parenthèse, on va dire personnelle. J'ai un frère qui a fait un tour du monde avec sa femme et leurs 3 enfants, et ils ont on a 12 ans d'écart, donc voilà, il l'a fait, on va dire, à une bonne 40aine d'années. Ouais. Et ils ont retrouvé du boulot derrière, et voilà. En fait, il faut, ça se décide, ça se prépare, comme tu le disais. Ils ont mis 1 an pour vraiment bien préparer. Ils ont fait 25 pays, voilà. Tout était un peu cadré, mais ils se sont dit, on a envie de le faire, et ils vont recommencer quand les enfants seront partis en études, Ouais, on en a croisé plein, hein, des parents qui voyageaient avec leurs enfants. Ouais. Donc voilà, il faut juste. Je pense qu'il y a jamais de bon moment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que soit on le fait assez tôt, après ses études ou après sa première expérience professionnelle, ou au moment où il y a vraiment une espèce de césure. Donc moi, mon objectif, c'était d'être inscrite officiellement au barreau, donc c'est à ce moment-là où je l'ai fait. Ou alors on le fait justement un peu plus tard, parce qu'entre les deux, c'est le moment où on construit sa carrière, et c'est vrai que c'est le moment où on prend un peu des décisions stratégiques par rapport à ce qu'on veut faire. Mais moi, j'encourage tout le monde à le faire et à se lancer, parce que en fait, c'est pas quitter, mettre un terme à son évolution professionnelle. C'est vraiment faire une pause qui, en plus, sera hyper enrichissante. Je pense qu'une expérience personnelle comme ça, c'est enrichissant pour tout, pour sa vie personnelle, pour sa vie professionnelle. Fais-nous rêver. Quel pays t'as visité? Oh là là. Alors, on a fait l'Asie du Sud-Est. On a commencé par l'Asie du Sud-Est. On a fait la Chine. Enfin, vraiment une petite partie de la Chine, donc c'est tellement énorme. On a fait Hong Kong et Pékin. Donc, on a commencé par Pékin, qui était vraiment hyper. C'était un choc culturel, quoi, de passer de Paris à Pékin. Et il y a une chanson d'ailleurs comme ça, non? Probablement. On la passera si je la retrouve, si on a le droit. On a fait donc Philippines, Vietnam, Laos, Thaïlande, Birmanie. Et puis on a fait un petit stop par Amsterdam. On a croisé quelques potes qui sont venus, qui ont pris nos affaires d'été. Trop bien. Pour justement garder les affaires d'hiver. Hyper organisé. Ouais, hyper organisé. C'était trop cool en plus de les voir. C'était après 4 mois de voyage. Et puis on a atterri à Ushuaia. Donc vraiment point le plus austral d'Amérique du Sud, et de là on est parti, on a remonté toute la cordillère jusqu'en Colombie, donc Argentine, Chili, en passant de l'un à l'autre, Bolivie, Équateur, Colombie. Pas mal. Ouais. 1 an pile? Un peu moins d'1 an. Ouais. 9 mois, et non, c'était incroyable. Ouais. Et vous étiez en sac à dos, d'un point à l'autre, c'était tout organisé en amont ou pas? Non, justement, oui, sac à dos. Alors les seuls billets qu'on avait pris en amont, c'était les billets de Paris en Asie, Vietnam aux Philippines, parce que vraiment ça c'était impossible de le faire autrement, et puis le billet donc Asie Amérique du Sud, et puis tout le reste c'était vraiment au jour le
le jour. Donc, on a fait, je sais plus combien d'heures de bus, mais des dizaines et dizaines d'heures de bus, parce que voilà, c'est le moins cher et qu'évidemment, on a un budget qu'il faut respecter. Et voilà. Et puis, on bookait nos hostels vraiment au dernier moment. On se laissait vraiment vivre, quoi. C'était, on n'avait pas de contraintes, on n'avait pas de billet retour. Donc honnêtement, si on avait trouvé un endroit où on avait envie de rester, je pense qu'on aurait pu. Enfin voilà, on avait tous les deux quitté. C'était avec mon copain de l'époque. On avait tous les deux quitté notre boulot et donc voilà. Trop aucune bien. Contrainte de retour. Et finalement, on est quand même rentrés, mais Trop bien. C'était un mix entre Pékin Express et J'irai dormir chez vous. Trop bien. Écoute, moi, ça me donne envie. J'avais Manhattan Kaboul aussi, mais ça colle moins. C'est ça. Ça, c'était à ton époque. je connais aussi, je te rassure. Voilà. Merci. Au moins. Quelqu'un qui me soutient. Et t'as rejoint Ornicar en mars 2020, donc on fait un énorme gap sur ton parcours, je sais. Ouais. Mais tiens, d'ailleurs, dis-nous ce qui s'est passé entre le Tour du Monde et Ornicar. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc en revenant du Tour du Monde, on a voulu venir vivre à Paris et finalement, alors pour la petite histoire, à ce moment-là, j'ai commencé à postuler pour devenir juriste à Paris. Et honnêtement, c'était vraiment pas facile. J'ai vraiment eu pas beaucoup de retours sur mon CV, quoi. Je pense que les boîtes étaient assez réticente à l'idée d'engager quelqu'un qui avait un parcours complètement étranger et qui n'avait jamais travaillé encore en France, alors que le droit français et le droit belge, honnêtement, c'est vraiment très similaire. Donc, Puis je crois que tu as une statistique qui dit que pour un poste, tu as 100 ou 150 candidatures. Donc c'est juste délirant. Oui, mais du coup, je comprends. Parce que aujourd'hui, je fais du recrutement et c'est vrai que je comprends qu'ils privilégient des gens qui ont étudié en France, qui connaissent le droit français. En tout cas, ils savent qu'ils le connaissent bien et ils le maîtrisent. Et oui. Et qui ont déjà eu une expérience en France. Ouais. Mais je comprends. Après, c'est bien d'avoir un peu les deux. Les profils qui sont un peu internationaux, mais qui ont un peu les deux. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aussi une ouverture d'esprit et puis c'est une capacité d'adaptation aussi, de pouvoir surtout en droit passer d'un pays à l'autre. C'est pas évident parce que au final il y a quand même les lois et réglementations sont quand même assez différentes, même si nous c'est le code de Napoléon qui reste la base et qui est le socle commun. Donc finalement les diversités sont pas énormes. Et c'était en quelle année cette période-là? Alors ça c'était en 2015. Okay. Et donc j'ai à un moment donné pour plein de raisons, j'ai décidé de rentrer à Bruxelles. Donc ça c'était début 2016 et j'ai commencé à chercher du boulot à Bruxelles. Et donc là j'ai trouvé cette opportunité en tant que juriste justement dans une grosse structure américaine. Je m'étais pas j'avais pas spécialement décidé de devenir juriste à ce moment-là. C'était plus facile c'était un peu un concours de circonstances pour être honnête, parce que si je devais repasser au barreau, recommencer le barreau, il fallait que je me réinscrive et donc ça c'est des frais en amont et à ce moment-là, j'avais pas spécialement les fonds après un tour du monde pour avancer ça et du coup je me suis dit pourquoi pas tester l'expérience en tant que juriste, voir un peu comment ça se passe. Non plus. Enfin, t'aurais eu les fonds. Est-ce que tu serais redevenu Si, je pense. Okay. Ouais, parce que j'en gardais tellement un bon souvenir du barreau que honnêtement, je pense que j'aurais pu recommencer en tant qu'avocate. Et en fait, je suis tellement contente que ça se soit mis comme ça. Tout arrive pour une raison. Donc voilà. Et c'était hyper intéressant en fait d'avoir justement de vivre un peu cette expérience de l'intérieur et d'être beaucoup plus proche du business. C'est vraiment deux façons de travailler qui sont assez différentes et puis qui sont hyper complémentaires. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'aide aujourd'hui dans mon quotidien. Je trouve c'est d'avoir vraiment ces deux expériences et d'avoir cette vision business qui est hyper importante quand on est juriste et un peu cette rigueur dont on parlait tout à l'heure d'avocat. Donc une boîte américaine qui était située il me semble j'ai vu à Phoenix, c'est ça? Non, ils étaient à... Ah oui,
non, t'as raison. Oui, aux US, en Arizona, ouais. Ok, super. Ravie de te donner des infos. C'est parce que je me suis dit, mais non, c'était à Massy. Mais bon, on était sur un autre continent. Massy Palaiseau, mais ça c'est... oui, ok. Attends, là, tu me perds. Belgique, Phoenix, Massy Palaiseau, je suis perdue. Ouais. Ok, donc une boîte américaine située à Phoenix. Oui. Donc forcément de culture anglo-saxonne, et de culture juridique aussi américaine finalement. Est-ce que tu t'es préparé un peu tu parlais en anglais aussi, j'imagine? Oui, beaucoup. Est-ce que tu t'es préparé à ce switch de culture juridique et de culture même de travail? Alors moi j'avais mon N+1 qui était en Allemagne, donc mon N+1 n'était pas américain, donc je pense que ça a vraiment fait tampon. Et c'est voilà, après la culture est aussi différente entre parce qu'à l'époque j'ai fait 1 an en Belgique avant d'être transférée en France. Et voilà, c'est assez différent, mais le département juridique était dispatché entre la Belgique et l'Allemagne. Et donc voilà, il y avait évidemment toute cette culture anglo-saxonne, plus dans tout ce qui est process de fonctionnement de la boîte, et bon, beaucoup de process parce que très grosse boîte. Donc typiquement quand on faisait beaucoup de négociations de contrats, et voilà, dans ce genre de boîte, on peut pas trop dévier des standards et des templates. Donc voilà, si vraiment la déviation est trop importante sur des questions, sur des clauses de propriété intellectuelle ou de responsabilité, il y a un process d'escalation à suivre. Donc voilà, mais on avait quand même une certaine marge de manœuvre et de négociation, donc ça rendait quand même les négociations assez intéressantes, contrairement à d'autres boîtes où parfois on modifie une virgule et il faut escalader. Heureusement, c'était pas le cas. Et du coup, oui, j'étais en direct avec ma N+1 qui était, mon N+1 et qui a changé en cours de route, qui était en Allemagne, et vraiment, donc c'est vrai que c'est assez différent les cultures, US et européennes, mais je l'ai pas tellement ressenti à ce moment-là parce que voilà, c'était un peu, on avait un tampon, quoi. Et donc, t'as fait tes dents en tant que juriste d'entreprise dans cette boîte, c'est ça? Tu étais un peu... complètement. Alors ça, c'était hyper enrichissant. J'ai négocié des centaines et centaines de... Non, j'exagère peut-être un peu. On va dire des centaines. Une centaine. On rajoutera ça sur ta description à LinkedIn. Elle a négocié des centaines et des centaines de contrats. Des milliers. Elle a changé les virgules. Sans escalader. Sans escalader. C'est ça. Non, c'est vrai que j'en ai bouffé des contrats. Non, et c'était vraiment très formateur parce que ça, pour le coup, en cabinet, je l'avais moins fait. Ouais, j'en avais fait, évidemment, mais beaucoup moins, quoi. Donc, et je pense que quand on est juriste aussi, savoir négocier un contrat et connaître un petit peu les rouages et les choses qui sont importantes, parce que c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Peu importe la matière, que ce soit la propriété, un contrat en propriété intellectuelle ou un partenariat, de la distribution ou autre, c'est un peu toujours les mêmes réflexes qui reviennent. Donc voilà, beaucoup de négociations sur des contrats aussi assez importants. On faisait de la distribution en B2B de produits, donc vraiment c'est très très différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, pas mal de choses qui reviennent. Et puis c'était aussi apprendre à gérer en fait la relation avec le business, et puis faire les négociations avec les juristes des parties adverses. Et c'est ça voilà, essayer de trouver évidemment le meilleur compromis juridico business et voilà, meilleur bénéfice-risque, même si nous en tant que juristes on est là pour alerter sur les risques légaux, mais à aucun moment on va dire non, c'est un no-go. C'est au business de décider de prendre le risque et d'y aller, quoi. Donc ou pas, ou de nous suivre. Ou pas, exactement. Mais vraiment, nous on est là pour les alerter et vraiment leur donner des outils très concrets. C'est-à-dire que si vous décidez de contractualiser de cette manière-là, attention, voilà, les conséquences légales en cas de problème pourraient être celle-là ou celle-là. Tu fais des grilles de criticité en fait.
Et ça fonctionne bien, même de manière visuelle, pour revenir à la discussion de tout à l'heure. C'est quand c'est rouge, bon là t'oublies. Quand c'est orange, là tu peux mettre un risque. Vert, ça passe. Enfin, c'est comme ça que ça marche aussi. Surtout que souvent le business, il te demande c'est quoi le pourcentage de risque vraiment. Et c'est hyper compliqué. En fait. Combien je vais payer si je suis condamnée? Je sais pas. Alors ça dépend de l'humeur du juge. Mais en fait, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, c'est juste impossible à anticiper et ça peut être très frustrant, ce que je peux comprendre pour des commerciaux qui ont envie de savoir. Voilà, ça reste très abstrait pour eux, mais du coup, il faut essayer vraiment d'être le plus concret possible et de leur donner vraiment des cas concrets. Ok, bah si tu fais ça, il pourrait se passer ça. Dans telle affaire, ils ont été condamnés à ça. Ouais, exactement. Et se prendre des références aussi de ce qui existe dans la jurisprudence. Et t'avais une sorte d'acolyte ou un wingman, wingwoman dans l'équipe commerciale qui t'a un peu poussé un peu à tes retranchements, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui t'a un peu challengé, challengé sur certains éléments en disant bah en fait non. J'ai l'impression que tu me mets en no-go, non, alors ou autre. Ouais. Moi, je faisais des pays. Alors, je faisais pas que je faisais la Belgique, la France, les pays du Sud, et Italie, Espagne. Alors, ça peut paraître étonnant pour quelqu'un qui a pas fait du droit espagnol ou du droit italien ou autre, mais au final, c'est voilà, nous on a nos standards, on avait nos standards internes, et c'est vrai que quand il y avait des spécificités, bon bah voilà, on allait faire les recherches où on se référait à nos avocats sur ces questions-là. Mais attends, j'ai un peu perdu le fil. T'inquiète pas. Non, mais il prend son temps. Et du coup, oui, c'était marrant aussi de travailler. C'est vraiment des mentalités aussi différentes et des façons de négocier qui sont assez différentes. Avec les Français, on va pas négocier de la même façon qu'avec les Espagnols, les Italiens. Et à un moment donné, je me suis occupée aussi un peu des pays de l'Est. Et les négociations sont vraiment complètement différentes. C'est-à-dire ça va paraître cliché, mais par exemple, avec les Allemands, c'est vraiment très très rigoureux. Les Français, ils vont justement plus te pousser un peu dans tes retranchements. Là, je parle plus de la partie adverse que vraiment nos commerciaux en interne. Mais même ça se ressent un petit peu avec les commerciaux en interne. Enfin voilà, quand on échange avec un commercial qui est en Espagne, bah ça va être différent qu'avec un commercial qui est en France ou en Belgique. Donc vraiment, il faut aussi un petit peu s'adapter aux cultures. Ça aussi, on devrait l'apprendre. Enfin, ça pourrait être intéressant de. Eh ben ça, on l'apprend pendant le tour du monde. Ouais. Venez faire un tour du monde avec Audrey. Non, et j'ai eu la chance d'aller à l'école européenne en Belgique. C'est quoi l'école européenne? L'école européenne, c'est en fait, il y en a partout en Europe, et initialement, c'est vraiment pour les fonctionnaires européens qui sont amenés à voyager beaucoup et avoir des missions et à s'expatrier un peu. C'est un peu une facilité pour eux de pouvoir mettre leurs enfants dans ces écoles-là, et de pas sinon ce serait un peu compliqué pour eux de se déplacer. Et en l'occurrence, mon papa était professeur à l'école européenne, et donc nous on a eu la chance de pouvoir y aller, et donc on était vraiment mêlés à des cultures hyper différentes. On avait 10 sections différentes, espagnol, italien, danois. Donc voilà. Donc voilà, mais je pense que honnêtement, c'est peut-être pas ça qui m'a permis de bien négocier mes contrats avec les Espagnols ou les Allemands ou les. Non, mais l'ouverture d'esprit déjà. Oui, exactement. Tu les as côtoyés dès ton plus jeune âge, finalement. Oui. Et c'est vrai qu'un petit cours de négociation interculturelle, ça pourrait être assez chouette. Il y a des cours de marketing interculturel aussi. Il y a différentes manières complètement d'adresser une certaine communauté, une certaine cible. Comme en négociation, finalement, une différente manière de négocier avec différents interlocuteurs de différents pays. Ouais. C'est vrai que déjà, si on nous apprenait à négocier. Ouais. Oui. Ce serait déjà pas mal, parce qu'il y a des outils, et ça pourrait être hyper intéressant pour des juristes, d'avoir un peu des clés. Et toi, t'en as mobilisé justement des outils qu'on t'a recommandés. Enfin, quand je dis outils, pas du tout outils tech, des outils en particulier. Je sais qu'on en parlait avec Maëlle, qui est contract manager, qui est passée sur le podcast, qui nous disait qu'elle avait mis en place une certaine méthode, qu'elle s'était formée dans une école de contract management où on lui a justement appris ces éléments-là.
Est-ce que toi, tu les as mobilisés par toi-même, t'es allé chercher ou enfin t'as fait comment? Je pense que ça s'est fait un peu assez naturellement au début. Je crois que, enfin aujourd'hui, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est pour moi, c'est hyper important que le business fasse une première revue du contrat. Pour justement avoir leur vision, ce qui voilà nous permet déjà de gagner énormément de temps et puis d'avoir les clés vraiment des contours business pour pouvoir analyser les aspects plus juridiques et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, c'est une culture qui existe déjà aujourd'hui chez Ornicar mais que j'essaye de perpétuer dans le temps parce que chacun doit être un peu le owner de son business, de son partenariat, de son contrat et être un peu responsable de ce dans quoi on s'engage. Donc voilà, moi généralement je leur demande de revoir le contrat avant et puis après moi je fais une revue et puis on en discute. Ça peut se faire souvent c'est en asynchrone pour gagner du temps parce qu'on n'a pas toujours. Je trouve que c'est bien quand on arrive à la fin des négociations de faire des calls. Parce que ça permet de très rapidement régler les derniers points et puis surtout les derniers points c'est souvent des petits détails donc il vaut mieux en parler plutôt que faire 5 allers-retours ça prend beaucoup de temps mais sinon c'est au début je pense que c'est pas mal d'être en asynchrone que ce soit avec le business ou que ce soit avec le partenaire donc l'autre partie parce que voilà on n'a pas toujours ça prend du temps de passer tout un contrat en revue au téléphone et tout. Mais en l'occurrence, quand j'étais chez Avnet, précédente expérience, j'en avais tous les jours des calls. C'est vrai que c'est fatigant, hein, mais voilà. J'ai fait vraiment, je dirais que c'est 80% de mon boulot. C'était des revues contractuelles. Donc c'est pour ça aussi, à un moment donné, j'ai eu envie de changer un peu, de voir un petit peu autre chose. Mais ça a été hyper formateur sur tout ce qui est négociation de contrat. Ouais. Tu me fais une super transition parce que j'allais justement parler d'Ornicar. Ornicar que tu as rejoint en mars 2020, donc super période, une super période qu'on a tous appréciée en plein confinement. C'était plutôt chouette et pour ceux qui ne connaissent pas Ornicar, c'est probablement parce que vous n'avez pas dû passer le permis ces dernières années, ces 3-4 dernières années. Et Ornicar, donc c'est l'auto-école en ligne qui révolutionne le permis pour le passer rapidement, simplement, tranquillement, sans se ruiner. J'espère que tes commerciaux apprécieront quand même que je reprenne les wordings qui sont pour le code promo. Voilà, ça, c'est exactement pour le code promo, c'est pour toi Armande. Donc Ornicar en 2020, pour citer quelques chiffres, c'est 410 000 élèves, 45 millions de chiffre d'affaires, 45 millions d'euros et 120 salariés. Donc c'est ce qu'on appelle une scale-up. Ornicar n'est plus en stade de start-up, mais en stade de scale-up. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton onboarding, parce que j'imagine que ça, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'imagine que ça a dû être un peu particulier en période de plein confinement. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui a été mis en place pour t'accompagner? Alors aujourd'hui, on est plus 120, mais on est 160, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais. On a embauché 40 personnes pendant le premier quarter. Là. Donc, et ça va continuer. Donc, hyper croissance. Au juridique aussi? Et ben justement, au juridique, on y reviendra parce que ça fait partie des challenges. Okay. Mais oui, mais j'y reviendrai. Pour répondre à ta question, effectivement, j'ai commencé en vraiment tout au début du confinement, donc j'ai commencé le 23 mars. Et honnêtement, c'est trop bien passé. Enfin, c'était hyper cool, justement pas trop stressant. C'était assez le processus d'onboarding était vraiment bien structuré, donc j'ai été super bien accompagnée. On a des formations pour toute nouvelle personne qui arrive, qui justement pour leur permettre de comprendre comment fonctionne Ornicar. Donc on a des formations par exemple We Are Ornicar qui va nous expliquer un petit peu l'historique de la boîte, comment elle s'est créée, notamment les procès qu'ils ont pu avoir
au début. Et puis généralement c'était chaque responsable de département qui explique un petit peu comment fonctionne son département. Donc par exemple, j'ai une formation produit, une formation data, une formation par rapport à tout le côté partenariat avec nos enseignants indépendants, une partie côté candidat. Voilà, donc confiné, mais en même temps, j'ai très vite rencontré les gens en visio, enfin les collègues en visio. On a notre happiness manager qui organisait pas mal de défis. Donc ça, c'était super. Moi, j'ai participé à tout. Fallait se déguiser. J'adore ça. Donc les gens ont dû se dire, c'est qui cette folle? Surtout en tant que juriste, c'est assez étonnant. Mais t'étais la première juriste ou ouais, j'étais la première juriste. Ah ouais. oui. Oui, et donc voilà, mais non, hyper structuré. Donc j'ai très vite pris contact avec les personnes. Enfin, moi N+1 à l'époque m'avait dit contacte telle personne ou telle personne, mais il y avait déjà un process bien établi pour comprendre comment fonctionnait Ornicar. Et tu te souviens de tes premiers jours, tes premiers chantiers? Alors premier jour, premier chantier, oui, c'était des sujets j'étais très vite mise dans le bain, hein, donc des revues de contrats, des choses comme ça, vraiment des questions assez précises, enfin des partenariats à mettre en place, aussi pas mal j'ai été pas mal sollicitée de manière spontanée par les collègues, donc ça c'était assez agréable. Donc les questions aussi venaient un peu à moi. Et puis évidemment, moi de mon côté, j'essayais de faire un petit peu un scan de la boîte, de ce qui existait déjà, ce qu'il fallait mettre en place d'un point de vue juridique. Donc évidemment, voilà les questions qui se posent très vite, type RGPD. Voilà, c'est un peu propre à toutes les sociétés. Et les gros chantiers que j'ai dû mettre en place assez rapidement, j'ai dû revoir un peu tous les documents légaux, donc CGU, CGV, mention légale, charte de confidentialité, politique des cookies. Assez rapidement, j'ai dû revoir aussi le contrat de formation qui est en fait notre contrat qu'on doit mettre en place avec nos candidats. Donc ça c'est hyper réglementé. Donc avec chaque candidat, on a ce contrat qui doit être signé. Et il y a eu un nouveau décret qui est entré en vigueur en juin 2020. Et donc il fallait le revoir parce qu'il y avait des choses qui changeaient. Et l'idée c'était de rendre ce contrat plus transparent et de permettre justement aux candidats de pouvoir comparer un peu les offres des différentes auto-écoles. Donc et les gens t'ont bien accueilli si t'étais la première juriste? Ouais, franchement super bien. Bon. Après je sais pas ce qu'ils disaient dans mon dos. Elle nous fait chier celle-là. Mais non, ils étaient. Franchement, c'était. J'ai rarement rencontré autant de personnes bienveillantes, sympathiques. Voilà. Et puis, dans une boîte de 120 salariés. Franchement, j'étais vraiment agréablement surprise de voir que. Voilà, ça passait super bien avec tout le monde et les gens étaient super accueillants et bienveillants et voilà. Encore faut-il avoir le réflexe, tu vois, de saisir d'avoir l'envie de saisir un juriste et deux, d'avoir le réflexe. Saisir un juriste. Eh ben oui, tu sais. Saisir le tribunal. Eh oui. De faire appel, de contacter, d'envoyer un email. Ouais, c'est tout de suite hyper formel. Saisir un juriste. Ah, et ça, c'est un réflexe de formation. Pardon, je t'ai coupé, Cédric, je te laisse continuer ta question. Eh ben voilà, j'ai oublié. Mais non, mais non, mais il faut instaurer une culture juridique s'il y en a pas nécessairement, ou en tout cas, voilà. Donner quelques grands principes, et c'est pas évident quand t'arrives dans une boîte, t'es seul. Tant mieux si le process d'onboarding a été bien fait, parce que je pense que c'est ultra important. Mais ensuite, faut se faire accepter, Ouais. Comment t'as fait? Alors, il y a une culture du juridique chez Ornicar qui existe depuis le début, parce que justement, ils ont été confrontés à certains litiges dès le départ, parce qu'ils sont venus un petit peu disrupter le marché, donc évidemment il y a toujours des personnes mécontentes dans ces cas-là, et puis surtout en fait il n'y avait pas de juriste pendant les 4 premières années, donc en réalité ils ont quand même dû se débrouiller sans juriste, même s'ils étaient évidemment assistés d'avocats quand c'était nécessaire, mais typiquement avec des partenariats à mettre en place,
justement les commerciaux étaient un peu les honneurs de ces contrats, et donc il y a un peu vraiment, j'étais étonnée du fait que ils étaient sensibilisés aux questions juridiques, et que justement j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir spontanément en disant je souhaiterais mettre ça en place, je me suis dit d'un point de vue juridique, est-ce que ça peut être problématique ou autre, donc et puis voilà, donc au début ça se fait petit à petit, ils me contactaient, et puis moi évidemment j'essayais de mettre en place petit à petit aussi des process, et par exemple typiquement les cookies, c'était un des chantiers sur lesquels je les ai sensibilisés en disant attention, parce qu'avec le RGPD, peut-être telle ou telle chose qui est plus tout à fait conforme, mais ça a été vraiment une collaboration. Donc j'ai vraiment pas dû batailler pour essayer de les intégrer un peu dans cette mouvance juridique, et de leur permettre de me donner les clés aussi pour mettre des process en place. Ça s'est fait hyper naturellement. Ils t'ont vu comme le Messie, en fait, ils se sont déchargés de leur boulot. Oui, sur toi. Alors justement, c'est là on arrive au moment où on se dit c'est cool, il y a un juriste, on va lui shooter les trucs, et on se dédouane un petit peu. Et donc à un moment donné, effectivement, il faut faire attention de pas tomber dans le penchant inverse, et justement de se retrouver à être le juriste auquel on shoot le contrat, et qui se démerde en fait pour le revoir, parce que en fait il y a tellement de contrats qui sont signés dans une boîte que c'est impossible en tant que juriste, et puis surtout j'étais toute seule de tous les revoir, donc voilà, il fallait les sensibiliser aux choses auxquelles il fallait faire attention, et puis évidemment les partenariats hyper importants, je les revoyais, mais j'ai essayé de vraiment faire en sorte que ils continuent à avoir leur réflexe juridique, et à venir me voir évidemment quand c'était nécessaire, mais c'est vraiment une collaboration, quoi. Et en tant que juriste unique, je pense que tu accumules pas mal de travail, une juriste pour toute l'équipe. Et je sais que dans les entreprises, en tout cas comme Ornicar, comme chez Séraphin, il y a quand même une culture qui consiste à automatiser très rapidement certaines choses, pas très rapidement, mais lorsqu'elles constituent une charge de travail énorme. Ouais. Est-ce que toi, tu as pensé à automatiser certaines choses dans ton quotidien ? Je sais pas. Des questions récurrentes, des modèles de documents. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as pensé ? Oui. Alors évidemment, oui, ça c'est la mise en place des process, les fameux process, parce que ça c'est, je pense que vu la croissance, c'est hyper important, et souvent, on court un petit peu après le temps, et c'est important de se dégager du temps aussi pour prendre du recul et réussir à mettre en place des process qui justement permettent de faciliter un maximum les échanges entre le juriste et les commerciaux, et faire en sorte de leur faciliter le travail, que ce soit fluide, que par exemple les négociations de contrat se passent le plus rapidement possible. Donc oui, une des premières choses que j'ai faites, c'est par exemple mettre en place un template d'un contrat de partenariat. Donc voilà, on n'en avait pas, il y en avait pas à l'époque, et l'idée c'était vraiment de créer une espèce de base de données de contrat type que je puisse transmettre aux commerciaux, et que voilà, ça on gagne énormément de temps à faire ça si c'est notre document personnel et pas le document de l'autre partie. Mais par contre, c'est compliqué parce que souvent on fait des partenariats avec des boîtes qui ont leur spécificité, et donc en réalité notre template va pas du tout être adéquat. Donc au final, ça prend presque moins de temps. On peut pas. J'ai vraiment. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et puis surtout, j'ai fait un template, mais après, j'ai pas eu le temps de faire les autres parce qu'il y a eu tellement d'autres questions. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup plus urgentes à traiter. Donc. T'as eu des moments de doute parce que prendre du recul déjà. Il faut avoir le réflexe de prendre du recul, et ensuite il faut avoir le temps de prendre du recul. Justement sur la charge de travail, vu que tu étais toute seule, je pense que elle devait être assez conséquente. Mm-hmm. Est-ce que t'as eu des moments de doute ? Comment t'as vécu tout ça ?
Bah évidemment, il y a toujours des périodes de pic, donc voilà. Au début, j'ai vraiment, j'ai aussi eu la chance que mon manager à l'époque m'a pas shooté tous les sujets d'un coup et vraiment a distillé ça un petit peu dans le temps. Donc j'ai pu en prendre connaissance petit à petit et puis je suis arrivée en mars et l'été, voilà, là, c'est le moment, c'était le summum. Donc c'est hyper non, c'est compliqué de prendre le recul. Est-ce que j'ai eu des moments de doute? Oui, certainement, parce que je crois qu'on en a toujours, mais pas tellement au final. Pas tellement. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait que l'équipe juridique s'agrandisse aussi. Donc voilà. Et c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est de réussir à structurer, trouver les bonnes personnes au bon moment. Parce que ça va évidemment tellement vite et on grandit assez vite. Et puis on a lancé une nouvelle activité, l'activité d'assurance. Okay. En septembre de l'année dernière. Donc ça aussi, c'était un énorme chantier, gros challenge. Et puis c'est une matière qui est hyper réglementée et voilà. Et donc c'est évident qu'aujourd'hui, on a besoin d'un juriste spécialisé en droit des assurances. D'ailleurs, s'il nous écoute... Juriste, si tu nous écoutes. Exactement. L'offre est disponible. Ouais, tu recrutes un juriste en droit des assurances, ouais. C'est ça? C'est des stages alors juriste droit des assurances qui vraiment spécialisé. Nous on lance on lance un produit de jeunes conducteurs. Okay. L'idée c'est vraiment d'accompagner nos candidats du début à la fin, c'est-à-dire ils passent leur code, ensuite ils passent la conduite avec Ornicar et ensuite on les accompagne pour trouver obtenir leur première assurance, parce que c'est pas toujours facile en tant que jeune conducteur, hein. Donc voilà. Et puis c'est vraiment l'idée de les accompagner, d'avoir une offre un peu 360 et puis tout ça c'est aussi dans un esprit évidemment de rendre nos routes plus sécures. Donc voilà, mais pour en revenir à l'assurance, oui, donc quelqu'un qui connaît vraiment la réglementation de l'assurance sur le bout des doigts. Aujourd'hui, on fait de la distribution. On souhaitera évidemment faire évoluer cette offre et voilà. Donc ouais, c'est évidemment si quelqu'un a l'expérience aussi dans une assurance chez un assureur qui est un peu digitalisé, parce que c'est ce qu'on essaye d'offrir aussi bien pour la conduite que pour l'assurance, une offre un peu digitalisée. Donc si je comprends bien, vous êtes courtier en quelque sorte. Alors voilà, on a un statut de courtier, de MIA à la base, okay. Et aujourd'hui de courtier, mais en pratique on est, on n'a pas encore internaliser toute la gestion des contrats et tout ça. Ok. Et donc tu recrutes une personne en plus, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 500, 200, 300. D'ici la fin de l'année, on sera à 20, je pense. Non, alors une personne en droit des assurances, un compliance officer. Ok. Une personne en corporate très rapidement aussi. Parce qu'on a la vocation à s'internationaliser là cette année, c'est un des objectifs principaux. Donc vraiment ça ce sera intéressant. Et puis je pense que là aujourd'hui on est 2. Depuis février, donc j'ai un collaborateur qui est arrivé, Valentin, et qui déjà ça m'aide évidemment beaucoup. Donc un profil un petit peu comme le mien, généraliste droit des affaires. Mais un senior, du coup. Plutôt junior. Qu'on cherche ou qui... Non, son profil. Non, il a 5 ans d'expérience. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, et je pense qu'effectivement c'est un peu le minimum, hein, même pour les autres profils qu'on recrute. Et puis je pense qu'on va rapidement devoir continuer à scaler l'équipe et notamment prendre peut-être une autre personne ayant une expérience en droit des affaires et peut-être un petit peu orientée propriété intellectuelle. Ok. Ouais. Ok. Et justement tout à l'heure on parlait de ces fameux procès, je vais le refaire.
Pardon, j'ai buté sur mon mot. Je vais un peu comme Kiki la cocotte, procès. Puis process. Tu sais que j'ai vraiment les livres d'articulation parce que j'ai bégayé, c'est horrible. Donc, j'ai Kiki la cocotte, le chat, enfin, des livres d'enfants pour apprendre à articuler. Je suis dans ma chambre, je tourne dans ma chambre et je fais Kiki la, enfin, je relis les phrases un peu comme une débile. Je pense que mes voisins doivent me prendre un peu comme une folle. Je reprends. J'ai écouté l'épisode il y a quelques mois sur Growth Makers du CMO, directeur marketing d'Ornicar. Et justement, tu parlais de procès. Il me semble qu'avant ton arrivée, Ornicar avait déjà eu une bonne dizaine de procès avant même de lancer son activité, à proprement parler. Ce qui en fait doit être particulièrement lourd, je pense, pour une start-up sans juriste et sans service contentieux dédié. Donc j'imagine, comme tu le disais, vous étiez accompagné par des avocats et les équipes fondatrices, à mon avis, ont dû faire preuve d'une énorme résilience à ce moment-là parce que ça doit être hyper compliqué de se lancer et d'avoir tout un pas lobby en quelque sorte, mais toute une organisation contre soi et qui mène des actions, qui saisit la justice. Ça y est, on peut le placer. On saisit un tribunal, on ne saisit pas la justice. Bref, voilà. Enfin, on saisit Ornicar. Hein. Voilà. Ils ont saisi Ornicar, quoi. Et ça. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et ils ont réussi à capitaliser dessus pour accroître leur notoriété, ce qui est juste génial parce que ça leur a fait des relais presse pour faire connaître la marque. Est-ce qu'ils t'ont parlé de cette période et comment ils ont fait sans juriste à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors ils en parlent, oui, durant les formations justement d'onboarding. Et il y a une formation qui est donnée par les deux fondateurs et sur justement Art Ornicar. Donc comment Ornicar a été créé et les procès qu'ils ont eu assez rapidement parce que ils sont venus vraiment disrupter le marché. Donc voilà, n'importe quel marché qu'on vient un petit peu disrupter, évidemment les personnes qui sont déjà présentes, les acteurs présents sont pas super contents, hein, donc voilà, ils ont été vraiment challengés beaucoup et ils ont pas lâché, heureusement, parce que aujourd'hui, voilà, vu où on en est, ça porte ses fruits et il y avait vraiment une demande aussi, hein, c'est pas pour rien que Ornicar fonctionne aussi bien, c'est que il y avait une réelle demande des candidats d'avoir une offre qui soit plus transparente, moins chère, plus accessible, digitalisée aussi. Donc voilà, mais les challenges au début étaient vraiment compliqués. De mémoire, ils ont les acteurs traditionnels du code de la route n'ont pas voulu collaborer avec eux, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont dû mettre en place, ils ont décidé de mettre en place le propre code de le propre examen, de préparation au code de la route. Donc voilà, ça c'est aussi ça qui a fait que Ornicar est ce qu'il est aujourd'hui. Et comment ils ont géré ça? Alors ils étaient très bien accompagnés par les avocats. Je pense que de toute façon, quand on en arrive à de tels points de contentieux et qu'on se fait attaquer par d'autres acteurs, très vite on fait appel à des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc en l'occurrence là, c'était vraiment un secteur très très particulier, hein, et très réglementé, secteur des auto-écoles et de la conduite. C'est voilà, faut se plonger dedans. Donc on est accompagné par Maître Odino qui nous écoute. Merci Maître Odino. Ouais, et qui nous suit depuis les débuts, donc bien avant que j'arrive. Et voilà, et petit à petit, ils ont gagné les différents procès. On a eu d'ailleurs un litige qui a été jusqu'à la Cour de cassation par rapport à l'agrément. Donc chaque auto-école doit avoir un agrément pour pouvoir exercer. Donc c'est Ornicar qui a cet agrément et non nos enseignants. Nos enseignants, c'est vraiment des enseignants indépendants partenaires qui travaillent avec nous et voilà, donc nous on est en relation avec les candidats, on est en relation avec les enseignants, mais il n'y a pas de contrat entre les candidats et les enseignants partenaires. Et donc voilà, on a eu des difficultés aussi à obtenir cet agrément et il y a eu tout un sujet à un moment donné qui était de savoir est-ce que l'agrément a une portée nationale ou est-ce que elle a une portée par département. Et voilà, nous c'est ce qu'on nous reprochait, on nous disait vous devez avoir un local dans chaque département pour pouvoir exercer. Et donc on a
a gagné. Effectivement, aujourd'hui, on a un agrément et un local. C'est tout l'intérêt en fait d'Ornicar. Sinon, est-ce que ça marchait d'ouvrir, de se domicilier, d'ouvrir des établissements secondaires avec des boîtes aux lettres? Non, ça marchait pas. Non. Et puis c'était pas dans l'idée de la boîte. Ouais. Oui. C'était pour la blague. mais c'est clair que Ornicar a, je pense, et d'autres acteurs comme Ornicar, mais Ornicar principalement, a apporté beaucoup, je pense, au fait de passer son permis de conduire de manière beaucoup plus simple. Moi, je viens d'un pays où j'ai passé le permis de conduire en 2 semaines, où c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Ça m'a coûté, je pense, 250 € au total. Et j'ai des amis français qui sont toujours hyper jaloux de cette expérience. Et c'était où ça? Au Maroc. Ah, trop bien. Ouais. Il faut aller au Maroc. Alors. Il faut aller au Maroc. Il faut qu'on s'implante au Maroc. Quand vous voulez, il faut s'implanter au Maroc. Un coup tous les vendredis chez la grand-mère de Salma, avec grand plaisir. Ça peut être une chouette expérience. Il faut être résident minimum 6 mois, je pense. Ouais, mais il fait chaud, il fait beau au Maroc. Il fait bon, des vacances, un tour du monde, ça peut se faire. Et oui, donc ça simplifie la vie, je pense, pour pas mal de jeunes qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs les moyens. Est-ce que, justement, vous adressez une cible qui est quand même assez jeune, non? Si je me trompe pas. Oui. Est-ce que tu as un rôle sur la portée des documents juridiques qui soient clairs ou pas sur le sujet? Est-ce que tu travailles sur le sujet en te disant, quand j'écris mes CGU, CGV, je sais qu'ils sont à destination de personnes qui n'ont pas du tout de notions juridiques. On n'est pas... Alors, qui les lit? Les CGU. Ça dépend, parfois. Ouais, en diagonale. C'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet, on accepte, on les lit pas. Oui. Non, mais alors c'est vrai, on a refait les CGU très récemment et justement, on les a réécrites un petit peu en ayant ça à l'esprit et en le rendant un petit peu plus attractif pour les peut-être le pourcent qui les lira. Ben voilà, donc je pense que c'est assez important. C'est important et puis quand on le constate aussi dans les nouvelles boîtes de la tech qui se lancent, on le voit aussi dans la rédaction des CGU CGV, c'est un peu plus accessible, c'est un peu plus facile à lire et je pense que si on peut rendre la lecture plus agréable et plus compréhensible, plus claire, autant le faire. Est-ce que ça fait partie des challenges futurs que tu te donnes ou est-ce que tu en as d'autres? Oh là là, j'en ai tellement d'autres, mais alors déjà, premier gros challenge, c'est vraiment structurer l'équipe. Donc ça, c'est mon plus gros challenge du moment. Après, ce sera réussir à prendre justement, on en parlait tout à l'heure, mais prendre un peu de la hauteur pour avoir le temps de penser à tout ce qui est quels sont les process qu'on peut mettre en place pour faciliter le fonctionnement du département juridique. Il y a une grande question que je me pose aussi sur est-ce que ça vaudrait la peine d'embaucher un legal ops, parce que c'est voilà, on en entend de plus en plus parler et c'est vrai que ça prend du temps mettre en place des process, faut avoir le temps d'y penser, de les rédiger, de les communiquer, enfin voilà, donc de les faire accepter. Exactement. Ouais. Et puis je me dis que ça c'est peut-être que c'est le travail d'une personne et pas le mien. Enfin, ce sera le mien aussi, mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est hyper important de s'entourer. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que ça fonctionne. J'arrive à gérer aussi la pression et la charge de travail parce que je suis hyper bien accompagnée en externe aussi, que ce soit nos avocats, que ce soit nos prestataires. C'est très important de choisir les bons outils et on pourra y revenir tout à l'heure, mais voilà, donc le challenge, ça va être vraiment l'assurance, l'internationalisation avec tout ce qui va avec, et puis réussir à manager toute cette équipe. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis toujours, J'essaye d'allier l'utile à l'agréable, donc je pense que c'est aussi bien de rester, d'essayer
voilà, en collaborant avec le business, essayer de rendre les choses un peu agréables. Le droit, ça peut être considéré un peu comme rébarbatif, et puis surtout souvent on a l'impression qu'on est là vraiment pour mettre des bâtons dans les roues, alors que l'idée c'est pas du tout ça. L'idée c'est de vraiment anticiper un maximum les questionnements et les problématiques juridiques qui pourraient se poser, tu vois, liées à la croissance de la boîte, et d'éviter que justement au dernier moment, avant le lancement d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, qu'on se dise ah mince, en fait il y a ce truc là juridique qui va poser problème. Non, enfin il faut réussir à l'anticiper et réussir à créer le meilleur compromis business légal, justement mettre en place un peu des solutions innovantes aussi en tant que juriste par rapport à des projets que le business veut mettre en place. Et est-ce que tu as des challenges personnels que tu voudrais réaliser, dans la limite du possible de ce que tu peux nous dire, évidemment? Ouais. Je sais pas, au-delà d'Ornicar, pas personnel. Est-ce que tu as des challenges au-delà d'Ornicar? Franchement, pour le moment, c'est tellement incroyable la croissance qu'on a chez Ornicar que je pense pas que je pourrais apprendre mieux et plus ailleurs. Donc vraiment, pour le moment, c'est de continuer l'aventure avec Ornicar et voilà, les accompagner tant que possible. Et puis on verra. Moi, honnêtement, c'est impossible de voir sur le long terme. Ça va tellement vite. Puis tu viens d'arriver. Enfin, voilà, un an, c'est hyper court. Ouais, c'est hyper court. Puis c'est déjà passé tellement de trucs, mais non. Et puis j'ai juste hâte qu'on soit déconfinés et qu'on puisse revivre la vie normale. Évidemment. Ouais, évidemment. Sans masque. Ouais, sans masque. En terrasse, avec des bières. C'est ça. Ça pourrait être cool. Ok. Écoute, Audrey, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'épisode. C'est super simple. Je vais te poser 4 questions. Tu vas m'apporter 4 réponses. On n'a pas de buzzer, mais je veux que tu répondes de tac au tac. Ok. Cool. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il? Alors, ce serait clairement lié au contrat. Je trouve que c'est vraiment le secteur qui, c'est hyper chronophage. Il y a des contrats sur lesquels on a vraiment très peu de valeur ajoutée. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui pour stocker les contrats, pour faciliter la révision et les négociations contractuelles. On en a un d'ailleurs aujourd'hui et voilà, on n'a pas encore eu le temps de vraiment le prendre en main, mais je pense que ce serait ça. Ok. Ouais. Écoute, on a pas mal de choses à te montrer sur le sujet. Et d'ailleurs, cool. On serait ravis d'avoir ton avis. On lance la nouvelle version de notre produit très prochainement en SaaS et on est toujours preneur de retours de juristes, d'utilisateurs. Donc je pense te faire passer un petit questionnaire une petite session, ce serait plutôt intéressant. Allez. Et surtout que tu me parles de distribution, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui rejoignent ton cas d'usage. Okay. Très clair pour moi. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes? Alors moi, je dirais conseil numéro 1, prendre l'apéro. Ouais, parfait. La Bretonne que je suis valide. Voilà, ça s'est un peu perdu ces derniers mois, mais je pense que il y a rien de tel que justement d'essayer de construire des relations un petit peu autres aussi que purement professionnelles, et ça permet aussi de bien collaborer. Donc voilà, moi je suis adepte de ce que je disais tout à l'heure, allier l'utile à l'agréable. Donc si on peut s'amuser en même temps qu'on revoit des contrats. Est-ce que tu as un rituel avec ton équipe, avec un énorme gong et une bouteille de champagne prête à être dégoupillée à chaque contrat signé? Ah là là, j'aimerais bien. On a tellement de choses à fêter. Franchement, quand on sera déconfiné, je pense que je sais pas, mais ça va être explosif. Mais non, je pense que ce qui est très important aussi, c'est de réussir à vulgariser le droit, donc être hyper concret, leur expliquer les choses facilement. Voilà, il faut aller vers eux en termes
en termes de langage et en termes de solutions, quoi. De nouveau, c'est le meilleur équilibre bénéfice-risque à trouver. On est là pour apporter des solutions et pas pour créer encore plus de problèmes, quoi. Éviter le sketch des inconnus sur le notaire, je crois, où plus personne ne comprend parce qu'il parle en locution latine, avec des phrases hyper longues. Voilà, ouais, c'est ça. De temps en temps, j'aime bien mettre un petit nonobstant ou quod non ou in fine, parler de jurisprudence. In fine, je pense que c'est important, mais faut pas trop en abuser. Il faudrait qu'on mette le lien d'ailleurs vers ce sketch. On le fera, promis. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'Ornicar ? Alors, on a on a Slack qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est échange en interne. Voilà, on a par exemple, moi je crée pas mal de channels sur des sujets assez spécifiques pour pouvoir monitorer un peu tous les échanges. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Hein, ces échanges instantanés. J'avais pas ça dans ma précédente boîte et je dois dire que c'est quand même nettement plus facile que les mails, parce que les mails c'est quand même c'est un petit peu plus chronophage. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quelques outils, notamment pour tout ce qui est RGPD. On a un outil de gestion qui nous permet de mettre en place un peu tous les registres de traitement et de tenir ça à jour. Donc ça aussi c'est hyper bien. Et tu peux citer un? Oui, Data Legal Drive. Okay, on l'utilise aujourd'hui. Et voilà. Et ça aussi, l'idée c'est de pas devoir faire un audit tous les X années et voilà, de mettre ce truc à jour, enfin ce logiciel à jour très régulièrement pour que voilà nos registres soient toujours à jour. Ouais. En règle. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a cette Contratech qu'on utilise avec Hyperlex aujourd'hui. Ensuite, on a un outil de recherche jurisprudentielle doctrinale qui s'appelle Doctrine. Ça tombe bien. Voilà. Qui est très bien, aussi. Et puis, je pense que c'est aussi, c'est typiquement ce genre de choses auxquelles j'ai besoin de pouvoir prendre un peu de hauteur et j'ai pas aujourd'hui avec ma bande passante, j'ai pas vraiment le temps de penser à mettre en place des nouveaux outils, mais voilà, si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse. On en connaît plein, notamment ceux qu'on produit d'ailleurs. Oui, et puis il y a Confluence, qu'on utilise beaucoup. Ouais. Tu me disais que nous on utilise Notion chez Séraphin et tu me disais que Confluence et Notion se rapprochaient. Oui, ça a l'air assez similaire. Ouais. Ok, très bien, très très clair. Dernière question, encore une fois ma préférée. Si je devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaiteraient progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Oui. Alors vraiment ça part de mon expérience personnelle, hein. Mais moi j'aurais tendance à dire, si vous, même pas que pour les juristes, mais pour les personnes qui sortent de leurs études, si vous avez un doute sur le fait de faire le barreau, pas faire le barreau, commencer en tant que juriste, moi j'aurais tendance à dire essayez le barreau. Moi, vraiment, on m'avait dit si tu le fais pas en sortant de l'université, tu le feras jamais. Et c'est vraiment cette phrase qui m'est restée un petit peu et qui m'a aussi poussée à le faire. Et voilà. Puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose et vous devenez juriste ou autre. Mais surtout, vous le saurez rapidement si c'est quelque chose si ce métier vous plaît. Et si ça vous plaît pas, il faut pas non plus s'obstiner parce que voilà. Donc il faut voilà, je pense qu'il faut pas faut vraiment faire ce qui vous plaît. Je pense que c'est le plus important. C'est un peu bateau, hein, mais non, mais c'est pas du tout bateau. Non, c'est pas du tout bateau, au contraire. Et ne pas se décourager par le processus qui permet d'y accéder aussi, ça c'est hyper compliqué. Ouais. Après, t'as les équivalences. Mais il faut 8 ans de pratique, je crois. Ouais, ou alors vous allez en Belgique et puis vous revenez. Meilleur conseil depuis le début du podcast. Alors, on en a 2 résidents en Belgique pour passer pour avoir ces 3 ans de pratique en tant qu'avocat, passer le CAPA. Deuxième conseil, s'installer au Maroc, résider pendant 6 mois, passer son permis en 2 semaines à 250 €. Voilà. C'est ça. Ouais. Oui, mais quand même, le passer chez Ornicar. Oui. Mais attends, regarde, le passer chez Ornicar, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir le code
code promo Selma dormira chez elle ce soir. Donc, je t'attends au tournant. J'espère que ton équipe et toi-même me l'enverront. Vous me l'enverrez très très bientôt. Ouais. Tout ça pour Amande, pour lui dire que voilà, je l'ai fait, je l'ai demandé. Et si d'ailleurs nos auditeurs ont des demandes à nous faire, je sais pas, un code promo à droite à gauche, on pourrait peut-être. Alors je sais pas si ça non, c'est pour rire. Ils vont me détester. Ils vont te détester. Ouais, mais c'est pas grave. Je sais très bien que c'est pas nécessairement toujours possible, mais c'est pour rire. Et puis bravo pour leur travail parce que c'est vraiment super chouette. Bah oui, bravo à eux. Voilà. Et bravo à toi aussi. Bravo à nous. Bravo à nous. Bon, merci beaucoup, Audrey. Merci Audrey. Merci à vous. C'était super chouette. Et puis, bon courage pour la suite. Et bon courage. J'ai hâte de voir les nouvelles personnes au sein de l'équipe juridique d'Arnica. Ah, mais j'espère que je vais avoir plein de candidatures après le podcast. Enfin, on aura plein. Et d'ailleurs, dernière question que j'oublie toujours de poser. Si on veut te contacter, on te contacte par quel canal? LinkedIn, hein, le plus simple, je pense. Très bien. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est une bonne recommandation que d'écouter cet épisode avant de postuler dans ton équipe? Je suis pas sûre. Postuler. En même temps, il aura écouté si il y fait référence. Mais il le faut, c'est la base. Il faut écouter l'épisode où ta manager parle de son parcours avant de postuler pour justement essayer. Non, mais ils peuvent postuler et puis l'écouter. Enfin, voilà. Tu vois, au moins ils sont dans le process. Écoute, moi, ce que je te propose pour ton service RH, c'est d'implanter dans le mail, le premier mail, tu sais, où tu réceptionnes la candidature, le lien vers le podcast. Ce qui, moi, me fera beaucoup plus d'écoute, ce qui sera génial aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, d'abord, il faut que je me réécoute. C'est clair qu'il... Oui, forcément. Non, mais c'est évident. Attends, c'est donnant, hein. Toujours. Okay. Bon, écoute, merci beaucoup. Et à très vite. Oui, merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.